Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons aborder un des mystères maritimes les plus célèbres de l'histoire, l'authentique vaisseau fantôme, la disparition de la Marie Céleste. Donc, la Marie Céleste a été découverte dérivant sans équipage au large des Açores en décembre 1872. Donc, c'est quelque chose qui a alimenté de nombreuses théories, de nombreuses spéculations au fil des ans. On va tout détailler ensemble et j'espère que ça va vous passionner. Alors sans plus tarder, on va commencer par le contexte historique. Alors ce qu'il faut savoir déjà de la Marie Céleste, c'était un brick goélette, donc ce qu'on appelle en Amérique du Nord une brigantine, qui a été construit en 1861 sous le nom de l'Amazone. Donc c'est-à-dire avant d'être la Marie Céleste, c'était l'Amazone. Elle a été construite à Spencer Island, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Donc ce navire, l'Amazone, est lancé le 18 mai 1861. Les documents de l'époque nous indiquent qu'il faisait plus de 30 mètres de long sur 7 mètres de large. Donc l'Amazone appartenait à un consortium de 9 personnes qui était présidé par un certain Lewis. Et parmi les associés figure Robert McClellan, qui est le premier capitaine de l'Amazone. Le premier voyage du navire a lieu en juin 1861. Donc l'Amazone se rend à Five Island dans le bassin des mines en Nouvelle-Écosse pour embarquer une cargaison de bois à destination de Londres. Après avoir supervisé le chargement, le capitaine McClellan tombe rapidement malade, donc on parle là plutôt de pneumonie, et sa condition empirant, le navire retourne à Spencer's Island où le capitaine donc McClellan meurt le 19 juin 1861. Donc c'est John Nutting Parker qui le remplace pour la traversée de l'Atlantique, mais le voyage est très mouvementé. Il y a beaucoup d'incidents. L'Amazone percute des équipements de pêche au large d'Eastport dans le Maine. Et après avoir quitté Londres, elle coule un brick lors d'une collision dans la Manche. Pas des meilleurs départs. Parker commande ensuite le navire pendant les 2 années suivantes. Il va naviguer essentiellement dans les Antilles. L'Amazone traverse l'Atlantique en novembre 1861 et pour se rendre en France, donc notamment à Marseille où elle est peinte par un célèbre artiste. Parker quitte le navire en 1863 et William Thompson lui succède au commandement jusqu'en 1867. Donc jusque-là, tout va bien. Le second de l'Amazone se rappelle que durant ces années, je cite, « Nous sommes allés dans les Antilles, en Angleterre et en Méditerranée. » Et que je cite, « Rien d'inhabituel ne s'est produit. » Et cela jusqu'au octobre 1867 où le navire est jeté sur la côte de l'île de Cap-Breton lors d'une tempête. Les dégâts sont tels que ses propriétaires l'abandonnent, littéralement, et le vaisseau est acheté comme épave le 15 octobre 1867 par Alexander McBean de Glass Bay en Nouvelle-Écosse. Moins d'un mois plus tard, McBean revend l'épave à un homme d'affaires local qui le revend en 1868 à Richard Haynes, un marin de New York. Ce dernier l'achète pour, on va dire, $1 750 et dépense $8 du coup, donc ça fait environ 133 000 $ de notre époque pour réparer le navire dont il devient le capitaine. En décembre 1868, il enregistre comme un vaisseau américain au bureau des douanes du port de New York sous le nouveau nom Marie Céleste. Malheureusement, en octobre 1869, donc on est un an plus tard, le navire est saisi par les créanciers de Haynes et il est vendu à un consortium new-yorkais présidé par James Winchester. Au cours des 3 années qui suivent, la composition du partenariat va évoluer. Il y a des gens qui vont revendre leur part. Mais Winchester garde toujours la part majoritaire. Aucun des documents, par contre, ne liste les activités réelles de la Marie Céleste durant cette période, c'est un peu flou. Au début de l'année 1872, le navire subit d'importantes modifications, donc environ 180 000 $ de nos jours de travaux. On fait augmenter la longueur du bateau, on élargit également celui-ci et on ajoute un second pont. Et on remplace de nombreuses pièces de charpente. Le 29 octobre 1872, le partenariat est composé de Winchester, qui a 6/12e des parts, donc la moitié, de 2 investisseurs ayant chacun 1/12e, et le nouveau capitaine, Benjamin Spooner Briggs, qui lui a 4/12e restants. Donc le capitaine Briggs, lui, c'est un fils de capitaine, il a une grande expérience et une très bonne réputation.
En 1862, qui est l'année de son mariage avec sa cousine Sarah Elizabeth Cobb, il commande le schooner le Forest King, sur lequel le couple part en lune de miel en mer Méditerranée. Ils ont un fils, Arthur, en septembre 1865, et une fille, Sophia Matilda, en octobre 1870. Donc c'est peu après qu'il décide de prendre sa retraite et de se lancer dans les affaires avec son frère Oliver. Le projet tombe à l'eau, donc ils renoncent et ils achètent chacun des parts dans les deux navires. Donc Oliver, lui, va partir sur le Julia S. Hallock et Benjamin, lui, va prendre part dans la Marie Céleste. Alors, sous le commandant du capitaine Benjamin Riggs, le navire a principalement été destiné à être utilisé pour le transport des marchandises entre les ports des États-Unis et de l'Europe. Donc, les événements. Donc, le dimanche 3 novembre, Briggs écrit à sa mère pour lui indiquer qu'il a l'intention de prendre la mer le mardi suivant, en ajoutant, je cite, « Notre vaisseau est en parfaite condition et j'espère que nous aurons une belle traversée. » Le mardi matin, le 5 novembre, la Marie Céleste quitte le quai pour s'avancer dans le port de New York. Les conditions météorologiques sont cependant tout à fait médiocres et Briggs, du coup, décide d'attendre. Il jette l'ancre devant Staten Island et Sarah, sa femme, en profite pour rédiger une lettre à sa belle-mère. Le temps s'améliore le 7 novembre et la Marie Céleste quitte le port pour la haute mer à destination de Gênes, en Italie, transportant une cargaison d'alcool dénaturé. Donc c'est un genre d'éthanol dans lequel on a rajouté un additif pour qu'il ne soit pas consommable. À bord se trouvait également donc la femme du capitaine, Sarah Briggs, et leur fille Sophia, qui était âgée à l'époque de 2 ou 3 ans, ainsi qu'un équipage de 6 hommes, peut-être 7. Donc il y avait le second Albert Richardson, qui avait déjà navigué avec le capitaine Briggs, le second capitaine Andrew Gillig, qui était lui né à New York, et les 4 marins généraux étaient tous allemands. Donc il y avait les frères Volkert et Boz Lorenzen, Ariane Martens et Gottlieb Gutschall. Donc, eux venaient tous du coup des régions de l'Est. Alors on ne sait pas grand-chose de cette traversée au début, puisqu'a priori tout se déroulait normalement au début. Voilà, on rappelle aussi que le capitaine Briggs avait beaucoup d'expérience et qu'il descendait aussi d'une famille de marins sur plusieurs générations. Mais le 4 ou le 5 décembre 1872, un mois après le départ de New York, le navire Dei Gratia, qui sous pavillon britannique et qui se rend lui aussi à Gibraltar prenant la même route maritime, repère un navire, environ à 10 km d'eux, qui approche en zigzagant. Donc à ce moment-là, ils sont au large des Açores. Alors, les Açores, c'est un archipel qui est constitué de plusieurs îles, qui est au large du Portugal, pour ceux qui veulent savoir. Donc, les mouvements erratiques du navire et la disposition inhabituelle des voiles, du coup, poussent le capitaine Morehouse, le capitaine du Dei Gratia, à aller en avant pour aller voir ce qui se passe, parce que ça lui semble louche. Donc, plus le navire s'approche, il constate qu'il n'y a personne sur le pont et qu'il ne répond pas aux différents signaux qui s'envoient. Donc, le capitaine David Morehouse et son second Olivier Deveau, qui connaissaient bien Briggs, puisqu'ils viennent du même endroit, qui ont fait plusieurs missions ensemble, montent avec 3 membres d'équipage à bord de la Marie Céleste pour voir ce qui se passe. Et ils constatent que le navire est totalement désert. Donc, ils font diverses observations. Ils s'aperçoivent que tous les biens personnels de l'équipage, donc les jouets de Sophia, des vêtements, des photos, des choses comme ça, y compris la nourriture et les provisions qui sont dans la cuisine, étaient intactes et que la cuisine est même bien rangée. Donc, ils se constatent qu'il y a encore 6 mois de provisions dans le bateau. Ils constatent également que, bizarrement, la cabine du capitaine est mouillée et que des papiers se trouvent un peu éparpillés sur le bureau. Par contre, ils repèrent que, toutes ces affaires personnelles ne présentent aucune trace de fouille. Personne, n'a fouillé dedans, personne n'a tout renversé pour trier, voilà. Il n'y a aucune trace de bagarre visible, aucun signe de lutte ou de panique. Un des marins dira qu'il n'y avait aucun signe apparent d'incendie ou de violence. L'embarcation de sauvetage, par contre, était manquante sur le pont, ainsi que le registre des marchandises, un sextant et un compas, et ainsi que des divers documents qui auraient dû être présents sur le navire. Donc le gréement, lui, est endommagé, et donc ça veut dire certaines voiles sont abîmées, et il y a même des cordages qui pendent sur les 2 côtés du navire. L'écoutille principale est bien verrouillée, mais il y en a 2 autres qui sont grandes ouvertes. Donc ça les laisse assez circonspects sur le moment. La boussole, tant qu'à elle, n'est pas dans son rangement, et le verre est brisé. Donc et puis il constate en descendant que la cale du navire
est inondé sur une hauteur d'environ 1 mètre. C'est une quantité d'eau qui peut paraître importante, mais qui n'est pas dramatique pour un navire de cette taille. Et il remarque également sur le pont un genre de canne de sondage improvisée, probablement utilisée pour mesurer les niveaux d'eau dans la cale, et elle est retrouvée abandonnée sur le pont, alors que normalement ils ont une sonde prévue à cet effet, et que par contre elle est introuvable. Et voilà, en allant dans la cabine du second, il trouve le journal de bord. La dernière entrée date du 25 novembre 8h, donc on est 10 jours avant la découverte de ce vaisseau fantôme. Ça n'indique rien de particulier, à part qu'ils étaient au large de la Santa Maria. Donc Santa Maria, c'est une des îles des Açores qui est environ à 70 km de leur position. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le navire anglais, le Dei Gratia, décide de remorquer jusqu'à Gibraltar la Marie Céleste, donc il y a environ 1300 km. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon le droit maritime, un sauveteur en mer, du coup, peut espérer une part substantielle de la valeur combinée du navire plus de la cargaison, selon les risques encourus par le sauvetage lorsqu'il arrive à ramener le navire. Donc les 8 marins du Dei Gratia sont répartis dans les 2 vaisseaux. Donc 2 veaux et 2 marins vont à bord de la Marie Céleste, tandis que Morehouse, le capitaine, reste avec 4 autres sur le Dei Gratia. Donc ils ont de la chance, jusqu'à Gibraltar, le temps est clément, donc voilà, même si le manque de marins, comme ils sont en équipe réduite, ça rend la navigation un petit peu plus compliquée. Donc le Dei Gratia, lui, va atteindre Gibraltar le 12 décembre 1872, tandis que la Marie Céleste, qui a rencontré un banc de brouillard, n'arrive que le lendemain. Donc le navire est immédiatement immobilisé par le tribunal maritime, comme c'est d'usage, et on a une petite note de Olivier Deveau, donc le second du Dei Gratia, qui écrit à sa femme que la corvée de ramener le vaisseau en valait la peine, car il serait bien payé pour la Marie Céleste. Donc là, on s'en sort un gros procès. Donc le 23 décembre, le procureur Flood ordonne un examen de la Marie Céleste qui est réalisé par John Austin à l'aide d'un plongeur, Riccardo Portunato. Donc dans son rapport, Austin note la présence d'entailles sur les 2 côtés de la proue, causées selon lui par un objet tranchant, et possiblement des traces de sang sur le sabre du capitaine. Portuno, lui, constate en plongeant que la coque ne présente pas de traces, ni de collision, ni d'échouement. Et il y a même une seconde expertise réalisée par un groupe d'officiers de la Royal Navy qui confirme l'opinion d'Austin, selon laquelle les entailles de la proue ont été créées volontairement. Il découvre également des traces sur le bastingage qui peuvent être éventuellement du sang, ainsi qu'une longue entaille de 2 mètres qui pourrait être causée par une hache. Donc Austin rend son rapport définitif en janvier 1873 en ajoutant des conclusions selon lesquelles pour lui l'équipage s'est saoulé avec l'alcool qu'il transportait alors qu'il était totalement impropre à la consommation et qu'ils ont assassiné les officiers et la famille de Briggs et qui se sont ensuite enfuis. Ils auraient entaillé ensuite la proue pour faire croire à une collision avant de quitter le navire sur la chaloupe. Alors Flood considère lui que le capitaine du Dei Gratia Morehouse et ses hommes cachaient quelque chose en avançant spécifiquement que la Marie Céleste aurait été en réalité découverte plus à l'est et que le livre de bord, pour lui, avait été trafiqué. C'est-à-dire qu'il manquait plein de pages. Parce qu'il a refusé de croire qu'un navire comme ça peut dériver sans équipage pendant des jours et des jours sans qu'il lui arrive rien. Alors qu'en fait, l'histoire maritime prouve que c'est le contraire. Donc le copropriétaire du bateau, qui est James Winchester, lui, du coup, débarque à Gibraltar. Et là, Flood lui demande une caution de $15 000, donc c'est environ $270 000 de nos jours, pour récupérer le bateau. Évidemment, il n'a pas cet argent. Et puis, il entend aussi... là, il s'explique sur le fait qu'il ne savait pas du tout que le capitaine Briggs avait emmené sa femme et sa fille dans la traversée. Et peu après, il commence à voir dans les journaux apparaître des rumeurs que le procureur Flood pensait qu'il avait délibérément engagé un équipage afin d'assassiner Briggs et ses officiers pour toucher l'argent de l'assurance. Donc, malheureusement, Flood, du coup, n'a rien pour corroborer ses soupçons. Donc, le procureur libère à contre-cœur la Marie Céleste le 25 février. Et 2 semaines plus tard, elle va prendre la mer avec un équipage qui a été recruté localement sous le commandement, du capitaine George Bradford du Massachusetts. Et la question de la récompense.
pour les sauveteurs du Dei Gratia est décidé le 8 avril, quand le juge Cochrane, annonce qu'ils recevront 1700 livres. Donc 1700 livres, c'est environ 150 000 livres de nos jours, soit 1/5 de la valeur totale du navire et de sa cargaison. Donc ils sont furieux, car c'est très inférieur à ce qu'ils attendaient, surtout quand on estime la difficulté qu'ils ont eu à ramener le navire. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Nous allons voir ensemble les différentes théories, les spéculations. Alors, à travers le temps, il y a plusieurs théories qui ont été avancées pour expliquer la disparition de l'équipage de la Marie Céleste. Mais aucun n'a vraiment été confirmé de manière concluante par des preuves, par des témoignages. Alors, la première piste, c'est l'abandon volontaire, par peur. Alors, certains pensent que l'équipage aurait pu abandonner le navire par peur d'une explosion due à des vapeurs de l'alcool industriel contenu dans la cargaison, et par la présence importante d'eau dans la cale. Donc, 2 facteurs qui auraient pu faire croire au capitaine que c'était risqué de continuer à transporter sa femme et sa fille notamment, et ils auraient pu très bien décider de partir sur un des bateaux de sauvetage. Apparemment, ils n'ont pas l'air d'avoir emmené des provisions, donc ça me semble un peu bizarre, mais voilà, c'est une des théories, et c'est l'abandon volontaire suite par la peur. La deuxième théorie, c'est une erreur de jugement du capitaine. Alors, l'outil de sondage pour tester l'eau dans la cale en cas d'avarie n'a pas été retrouvé sur le navire. Donc, est-ce qu'il serait par exemple tombé à l'eau ? On ne sait pas. À la place, il y a un outil de fortune qui a été fabriqué à la main. Donc, lui qui a été retrouvé sur le pont par Devereux et ses hommes. L'exactitude de la mesure, était peut-être faussée. Donc, ils pensaient peut-être qu'il y avait plus d'eau qu'il n'y avait en réalité et que le bateau allait couler. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand il y a de l'eau dans la cale jusqu'à un certain niveau, c'est tout à fait gérable pour des marins chevronnés de compenser. Après, il y a un deuxième aspect derrière, c'est la pression atmosphérique. Si le temps était à l'orage, qu'il y avait une pression atmosphérique forte, les mesures de cette sonde auraient pu être totalement faussées. Elle aurait pu induire le capitaine en erreur. Il aurait pu croire effectivement, surtout avec sa famille à bord, que le bateau n'allait pas tarder à couler. Mais dans ce cas-là, une fois qu'il était monté dans le radeau de sauvetage, il aurait pu effectivement constater de visu le niveau de flottabilité du bateau et se dire que le bateau n'était pas du tout prêt de couler. Il aurait pu remonter à bord et repartir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi n'est-il pas revenu ? La troisième théorie, c'est la fraude à l'assurance. On peut imaginer que le capitaine Benjamin Briggs, qui était aussi propriétaire du bateau, pourrait-il avoir souhaité toucher l'argent de l'assurance en s'arrangeant avec l'équipage du Dei Gratia, par exemple, puisqu'il savait que la cargaison qu'il transportait était largement assurée. Alors, dans ce cas-là, si c'était un coup monté pour toucher l'assurance, comment ça se fait qu'on n'a jamais revu la famille Briggs, ni l'équipage du Marie Céleste ? Et que là, en plus, on peut ajouter que la prime d'assurance était bien moins élevée que prévu. Donc, c'est vrai que d'un autre côté, ils auraient pu se faire doubler, par exemple, par les complices du Dei Gratia, qui auraient finalement voulu garder tout l'argent pour eux. Et voilà, on n'a rien pour vraiment étayer que c'est un coup du capitaine qu'il a essayé de la faire à l'envers à l'assurance. La quatrième possibilité, c'est la piraterie. La piraterie externe, c'est-à-dire il a été suggéré que des pirates pourraient être responsables de la disparition de l'équipage et des passagers. Mais là, on n'a aucune preuve tangible de cette théorie n'a été retrouvée, puisqu'il rappelle, il n'y a pas de signe de violence, il n'y a pas de signe de bagarre sur place. Alors, on sait qu'ils étaient actifs dans la région à cette période, puisqu'il y a différents articles de presse qui relatent des actes de piraterie. Mais il faut rappeler que la cargaison était toujours à bord, ainsi que les objets personnels du passager. Donc, si c'est des pirates, c'est des mauvais pirates. La cinquième théorie, c'est la piraterie de la part de Dei Gratia. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un coup du capitaine. C'était suggéré par le procureur lui-même que l'équipage était embauché par l'investisseur principal, M. Winchester, dans le but d'escroquer l'assurance. L'équipage et la famille Briggs devenant gênants, ils auraient tout simplement été supprimés, sont soit mis dans la chaloupe et abandonnés à dériver dans la mer, soit carrément jetés par-dessus bord. Tout ça pour se débarrasser de témoins gênants et être sûr de récupérer l'intégralité des fonds. Alors, il est évident qu'on n'a aucune preuve non plus du rôle de M. Winchester dans l'affaire. Ça aurait pu être très bien un coup du Dei Gratia sans qu'ils aient contact du tout avec M. Winchester. Ils auraient pu faire ça aussi de l'autre côté. Tout est possible. Une autre des théories, numéro 6,
c'est la mutinerie à bord de la Marie Céleste. Donc on part du principe que là on a un acte de piraterie interne, une mutinerie, que les conditions de travail ne sont pas bonnes, qu'ils se sont embrouillés et qu'ils décident du coup que ça suffit et de se débarrasser du capitaine et de sa famille. Dans ce cas-là, que sont-ils devenus? Où est parti l'équipage? Sachant qu'en plus, ils n'avaient pas pris leurs affaires personnelles. C'est un peu bizarre de faire une mutinerie, de se mettre en danger, de partir dans des activités criminelles et d'en oublier ses affaires. Alors, on peut aussi se demander si l'alcool qui était dans la cale peut contribuer à cette affaire. Est-ce que du coup, ils sont avec l'alcool aidant, c'est parti un peu en vrille. Alors c'est un peu bizarre parce que comme on dit tout à l'heure, l'alcool dénaturé, ça veut dire qu'un additif rend la consommation humaine impossible. Donc c'est à mauvaise odeur, mauvais goût. Donc c'est un peu surprenant qu'ils arrivent quand même à boire de l'alcool dénaturé. Et puis c'est un peu cliché quand même de parler d'un équipage bourré sur un navire qui part en vrille. Alors certains suspectaient les deux frères allemands Volkert et Bose Lorenzen, parce que du coup en fait aucune affaire à eux réellement n'est trouvée sur place. On trouve que dans le bateau ils n'ont pas trop d'affaires personnelles. Mais ça s'explique par un témoignage qui a été reçu après, qu'ils avaient été victimes d'un naufrage au début de l'année 1871 et que les pauvres bougres avaient tout perdu dans ce naufrage. C'est pourquoi ils n'avaient quasiment aucune affaire sur le Marie Céleste, puisqu'ils possédaient rien tout court. 7e possibilité, on a les phénomènes naturels météorologiques. Donc là, on sait que les Açores, du coup, cet archipel au large du Portugal, est une zone sensible sismologiquement parlant. Elle a la jonction de 3 plaques tectoniques majeures et les séismes, ils sont fréquents. C'est aussi un point chaud volcanique en tant qu'affaire et qui est en activité depuis plus de 7 millions d'années. C'est d'ailleurs ce phénomène volcanique qui a donné la naissance de ces 9 petites îles qui s'étendent sur 480 km. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'un tremblement de terre marin de magnitude 8,5 a été enregistré au large des Açores seulement 1 mois après la découverte de la Marie Céleste. Donc c'est quelque chose du coup qui devait arriver régulièrement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un séisme marin sur le plancher océanique aurait pu causer une grande vague géante qui aurait pu par exemple déstabiliser le navire, c'est ce que certains avancent. Ça aurait pu du coup, avec le choc, ouvrir ces fameux 9 tonneaux qu'ils ont retrouvés vides dans la cale. Ces tonneaux d'alcool auraient libéré des alcools hautement inflammables, des vapeurs inflammables, et que ceci aurait pu expliquer pourquoi les écoutilles étaient laissées grandes ouvertes pour pouvoir aérer. Et pourquoi ils auraient quitté le navire par peur qu'une étincelle ne mette le feu aux poudres. Et une deuxième chose aussi, certaines hypothèses parlent de trombes marines, donc c'est le genre de tornades qui se passent en mer et qui aspirent l'eau. Ce seraient ces trombes marines qui auraient empli d'eau la Marie Céleste, notamment par rapport à la cabine du capitaine qui avait été mouillée et qui aurait mis toute cette eau dans les cales. Dans ce cas-là, je m'interroge un peu sur l'intérêt de monter dans une chaloupe minuscule pour affronter des trombes marines par rapport à un bateau qui fait 30 mètres de long. Je sais pas. Donc je vous laisserai juger sur ce point. La 8e explication possible, c'est une intervention, on va dire, surnaturelle. Donc là, on a certains qui évoquent des explications qui sont plus surnaturelles, voire paranormales. Donc telles qu'une attaque de monstres marins géants, comme le kraken ou un calamar géant. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les histoires de monstres marins ou de pieuvres géantes qui attaquent les navires sont bien ancrées dans la mythologie maritime depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qu'on retrouve de l'Antiquité jusqu'à les temps les plus récents. Alors, selon cette théorie, il y a une telle créature qui aurait attaqué la Marie Céleste. Elle a forcé du coup l'équipage à abandonner le navire par crainte pour leur vie. Je vous dirais le même argument que tout à l'heure pour la trombe marine. Est-ce qu'on a des chances de faire plus facilement face à un monstre géant dans une toute petite chaloupe ou dans un navire de plus de 30 mètres ? Je m'interroge là encore. Un autre point surnaturel, c'est que certains y voient également l'intervention d'extraterrestres qui auraient enlevé tout simplement les passagers de la Marie Céleste. Donc certains pensent que des ovnis ou d'autres phénomènes inexplicables auront perturbé l'équipage, les incitant à fuir le navire ou voire à être enlevés.
Parce que des récits de disparitions mystérieuses comme ça, liés à des observations d'ovnis, il y en a beaucoup dans la culture populaire. C'est des choses aussi qui ont pu être relayées dans les journaux. Donc voilà, ça pousse certains à spéculer sur une cause possible pour la disparition de l'équipage et des passagers de la Marie Céleste. Et enfin, la 9e possibilité, c'est une malédiction. Et oui, certains ont pu suggérer que la Marie Céleste pourrait avoir été victime d'une malédiction ou d'une activité paranormale intense. Apparemment, des forces surnaturelles pourraient être à l'origine de la disparition de l'équipage, les poussant à quitter le navire de manière inexpliquée. Donc là encore, on s'enfuit. Voilà, pour aller où, ça c'est encore la question. Alors ça, je vous ai fait le panel des différentes possibilités. Ce qui est intéressant de voir après, c'est qu'est-ce qui est devenu la Marie Céleste après, puisque on n'a jamais retrouvé les passagers, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qui est arrivé. Pour la Marie Céleste, du coup, après avoir livré sa cargaison, la Marie Céleste quitte Gênes le 26 juin 1873. Elle arrive à New York le 19 septembre. L'audience de Gibraltar et les articles de journaux qui ont parlé de bains de sang, de meurtres, font que c'est un navire qui n'est pas très apprécié, donc ils ont du mal à trouver des contrats. La Marie Céleste voyage alors essentiellement dans l'océan Indien, où elle fait des traversées qui se font régulièrement à perte, malheureusement pour le propriétaire. Elle fait même escale sur l'île de Sainte-Hélène en février 1879, car son capitaine de l'époque, Edward Tuttle, est malade. Donc lui, manque de peau pour lui, il décède à Sainte-Hélène et ça renforce l'idée que c'est un navire maudit, car il est le 3e capitaine à mourir prématurément. En novembre 1884, le capitaine Gilman C. Parker organise carrément une escroquerie avec un groupe d'armateurs de Boston. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils chargent la Marie Céleste d'une cargaison sans valeur, mais ils indiquent sur le manifeste d'expédition qu'il s'agit de biens précieux. Et ils le font assurer pour 30 000 livres. Donc, ça fait environ, on va dire, 700 000 euros de maintenant. Le 16 décembre, Parker prend la mer à direction de Port-au-Prince en Haïti et manque de peau le 5 janvier 1885, à l'approche de la ville où se trouve un gros récif corallien bien connu qu'on appelle le Banc Rochelois. Parker échoue volontairement le navire sur le récif, ce qui endommage irrémédiablement la coque. Donc le bateau coule tout simplement. Lui, pendant ce temps-là, il a rejoint la terre ferme avec sa petite chaloupe tranquillement. Et Parker revend une partie de sa cargaison au consul américain afin de demander un dédommagement de la marchandise auprès de l'assureur. Quand le consul s'aperçoit qu'il a acheté des choses sans valeur, la compagnie d'assurance lance alors une enquête approfondie qui révèle du coup que c'est une tentative d'escroquerie. Bah oui, il a Parker et les armateurs sont jugés en juillet 1885 à Boston pour fraude à l'assurance en bande organisée. Et lui, Parker, est également poursuivi pour naufrage volontaire de navire, ce qu'on appelle de la baraterie. Une chance pour lui, il ne sera jamais jugé, mais sa réputation est ternie à jamais et il meurt dans la pauvreté. Donc l'auteur Begg du coup, note que si le tribunal des hommes ne pouvait punir ces hommes, la malédiction qui envoûtait le navire depuis que son premier capitaine, Robert McClelland, était mort durant son premier voyage pouvait, par-delà la tombe aquatique du vaisseau, exercer sa terrible vengeance. Alors, reste tout de même une question. Donc là, on connaît le sort de la Marie Céleste. Marie Céleste qu'on n'a jamais retrouvée, on n'a pas retrouvé l'épave. Qu'a-t-il pu advenir tout simplement l'équipage? Donc petite question, si l'équipage de la Marie Céleste a effectivement quitté le navire volontairement, ça veut dire qu'ils sont partis à bord du bateau de sauvetage ou par d'autres moyens. Ce qu'il faut noter, c'est que leur survie a dépendu de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est les provisions. Donc s'ils avaient emporté des provisions adéquates, y compris de l'eau potable, de la nourriture en conserve ou des provisions non périssables, cela aurait considérablement augmenté leurs chances de survie en mer. Et ça pendant même une période prolongée. Le deuxième facteur, c'est l'équipement de navigation. Donc si les bateaux de sauvetage étaient équipés de matériel de navigation adéquat, tels que des compas, des cartes marines ou des instruments de navigation, l'équipage aurait une meilleure chance de naviguer vers une destination sûre ou de signaler sa présence à d'autres navires. Donc il faut se rappeler qu'effectivement a disparu le compas, le chronomètre, le sextant et différents papiers.
Le troisième facteur de réussite, c'est la compétence navigation. Donc les capacités de l'équipage à naviguer et à utiliser les étoiles, par exemple, pour s'orienter, auraient été cruciales pour leur survie en mer, surtout qu'ils se sont retrouvés perdus ou éloignés des routes maritimes fréquentées pendant un certain temps. Donc là, on a quand même des marins aguerris, donc peut-être avaient-ils les connaissances nécessaires pour se diriger avec les étoiles. Le quatrièmement, c'est les conditions météorologiques. Donc les conditions météorologiques auraient également joué un rôle important, c'est-à-dire des tempêtes, des vagues violentes ou des vents forts, ça aurait pu sérieusement leur mettre en danger leur vie sur leur toute petite embarcation, alors que des conditions qui sont calmes et clémentes auraient facilité leur survie. Cinquième caractéristique, cinquième compétence, c'est le savoir-faire marin. C'est-à-dire qu'en tant qu'équipage expérimenté, les marins de la Marée Céleste auraient eu des connaissances et des compétences maritimes qui leur auraient été très utiles pour survivre en mer. Donc, y compris la pêche, la navigation et la gestion des ressources limitées. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a 2 Allemands potentiellement à bord, donc les fameux frères Lorenzen, qui ont déjà connu un naufrage et ont déjà survécu à un naufrage l'année d'avant. Donc ils avaient un petit peu d'expérience, comme dirait l'autre. Et un des 6e critères importants, c'est des rencontres avec d'autres navires. Donc si l'équipage avait rencontré d'autres navires pendant leur périple en mer, ça aura pu leur offrir une opportunité de demander de l'aide ou de rejoindre un autre navire pour leur sécurité. Donc ça reste une possibilité, effectivement, qu'ils aient embarqué ailleurs et qu'on les ait déposés sur une île ou un autre port et qu'ils aient choisi de disparaître volontairement. Alors, j'espère que cette intrigue de vaisseau fantôme vous a plu. La disparition de la Marée Céleste est un mystère qui est non résolu à ce jour, malgré des nombreuses enquêtes, des spéculations, des fouilles archéologiques dans le fameux banc rochellois. Il n'y a aucune explication satisfaisante n'a jamais été trouvée pour l'instant. L'épave, comme je vous disais tout à l'heure, n'a jamais été retrouvée à ce jour et le mystère continue par contre de susciter l'intérêt et d'alimenter l'imagination. C'est ce qui fait que la Marée Céleste reste un des plus célèbres navires fantômes aujourd'hui de l'histoire maritime. Et puis la question qu'on a envie tous de se poser, mais que sont-ils devenus ? Alors c'est sur cette question que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi à parler de la Marée Céleste. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et à bientôt. Huh.